We aren't nice boys. We were fucking nasty little bastards. He had trouble sleeping at night, and when he did, he had horrible dreams. I'm outside of society. I'm an artist. Rock and roll is my art. No drugs at all. You want people to take drugs themselves? Oh yeah, I want them to take drugs. Why is this? Because it's better than Monopoly. Graines de violence. Le 21 avril 1991, Willie DeVille fume des clopes et boit des bières sous le porche de sa maison de Nouvelle-Orléans, où ce clone héroïnomane de Keith Richards s'est installé par amour du blues. Il a sa guitare à la main et gratte nonchalamment quelques accords, en gardant l'œil sur le soleil couchant, annonçant la fin d'une paresseuse journée. Très vite, sa routine est bouleversée par le spectacle sinistre et bruyant qui se déroule aux abords du Bouge, situé en face de son domicile. Dans l'une des chambres de cet hôtel piteux, la police a découvert au milieu d'un tas d'immondices un homme inanimé au teint verdâtre et dont le corps émacié, rachitique, nage dans son blouson perfecto. Des voitures s'accumulent autour du bâtiment avec sirènes hurlantes et gyrophares et un tas de flics, d'urgentistes et de pompiers s'affolent alors qu'il est déjà trop tard, beaucoup trop tard. La rigidité cadavérique du pauvre type est tellement avancée que sur la civière, son corps est en forme de U, ce qui confère une dimension grotesque à la scène particulièrement sordide. DeVille se dit qu'il s'agit probablement d'un vieux qui a cané dans l'oubli général et dont l'odeur de pourriture a dû importuner le voisinage. Mais ce n'était pas un vieux, c'était un type comme lui, un confrère rock'n'roll, un type qu'il avait même fréquenté 15 années auparavant quand il débutait sa carrière à New York. Il s'agissait de John Gensale, alias Johnny Thunders, et il venait finalement de rendre l'âme après de longues années de spéculation morbide. Il avait 38 ans. Ce qui paraît jeune pour le commun des mortels, mais pour un type comme Johnny Thunders, c'était quasiment une performance. Il avait déjoué tous les pronostics vitaux que lui établissaient les spécialistes du punk, les amateurs de stupre et autres voyeurs déviants qui n'avaient pas le courage de s'enfoncer eux-mêmes une aiguille dans le bras. Johnny Thunders, le punk définitif, c'était lui. Agressif, nihiliste, irresponsable, dangereux, fragile et éphémère. Son histoire, c'est celle d'un courant musical mort-né, d'un mouvement utopique et suicidaire qui a fait trembler le monde pendant quelques instants avant de partir en fumée, comme si tout ça n'avait jamais existé. Le rock critique Nick Kent avait vécu de très près cette période démentielle, au point d'y laisser quelques plumes. Ex-compagnon de défonce de Thunders, Kent a logiquement un souvenir morose du guitariste punk. C'était un type plutôt marrant à fréquenter, qui avait cette manière authentiquement classe de se trimballer, un peu comme s'il se prenait pour un prince de la rue. Un petit empaffé qui n'avait peur de rien et avec qui on ne s'ennuyait jamais, mais aussi un enfant gâté pourri, parfaitement égocentrique, qui eut l'art de faire de lui un loser en tombant dans le panneau mythique de la rockstar qui peut tout se permettre sans avoir à supporter les conséquences de ses actes. Du temps de sa flamboyance, en 1977, avec son groupe The Heartbreakers, Thunders exposait fièrement son système de valeurs inversées en célébrant la loose comme s'il s'agissait d'un accomplissement. Johnny Thunders arrachait l'échec aux mains de la victoire, il était né pour ça. De Johnny Thunders, l'histoire aura retenu deux groupes, les New York Dolls en 1972 et les Heartbreakers en 1976. Deux étoiles filantes dans l'univers du rock, de celles qui laissent une trace persistante dans la rétine. Johnny Thunders n'était capable que de ça, des coups d'éclat, des coups de génie d'une brièveté frustrante. Dans son art, Thunders n'a jamais fait preuve de constance, il réservait ça à une autre discipline beaucoup moins constructive. Et pourtant, il avait été l'un des plus emblématiques guitaristes rock des années 70. Son jeu explosif était un style à part entière, et nombre d'apprentis s'étaient familiarisés avec leur instrument en reproduisant son toucher blues converti au binaire, ses riffs dévastateurs exécutés avec l'assurance et la virtuosité d'un marteau-piqueur. À une époque où les charts reflétaient surtout les goûts musicaux des banquiers et des bibliothécaires, Thunders ramenait le rock à ses racines de caniveau et fédérait un vaste auditoire composé de délinquants, de cas sociaux et autres prolétaires. Contrairement au groupe progressif alors en vogue, Thunders était un instinctif tourmenté, un enfant des rues impulsif et désabusé, ne pensant qu'à jouir des quelques joies que lui accordait l'existence, la musique, les drogues, les filles. Cet hédonisme ravageur qui conférait à la pathologie semblait s'être développé dès l'enfance, profondément marqué par l'absence du père, comme disent les psychanalystes à propos des serial killers. Affranchi de l'autorité paternelle, le jeune Johnny allait vite s'encanailler avec des gangs et très tôt découvrir l'univers merveilleux des dealers.
Sans la présence salvatrice de Marianne, sa sœur, Johnny aurait probablement connu une carrière fulgurante de petit caïd de bas étage. Par chance, Marianne a bon goût et en fait profiter son frangin. La musique, c'est la corde à laquelle il s'accroche et qui lui permet de ne pas miser sa vie entière sur les affaires crapuleuses que l'on conclut dans les ruelles sombres à l'abri des mouchards. Encore tout gamin, Johnny Thunders se laisse aller à la rêverie en écoutant les harmonies vocales de son compatriote italo-américain Don DiMucci, en imitant les mouvements de hanche d'Elvis devant des audiences charmées, et surtout il voue un culte aux Shangri-Las, un girl band qui, sous ses airs Phil Spectoriens, se permettait d'aborder des thèmes brûlants, très éloignés des bluettes grandioses qui constituaient le mur de son. Les chansons des Shangri-Las, tantôt espiègles, tantôt poignantes, parlaient de solitude, de fugue et de sexe avec des garçons que les parents approuvaient rarement. La carrière de Thunders est jalonnée de références explicites aux Shangri-La, et ce dès le premier album des New York Dolls. En 1978, sur son album solo, judicieusement nommé So Alone, il reprendra avec brio l'un de leurs plus grands tubes, Great Big Kiss. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. À la fin de l'adolescence, Thunders est tiraillé entre ses deux hobbies favoris, le rock'n'roll et le baseball. Heureusement, son coach va l'aider à rendre ce choix un peu moins cornélien en lui demandant de se couper les cheveux s'il veut rester dans l'équipe. Comme il tient trop à sa tignasse peroxydée piquée à Ronnie Spector, Johnny arrête le sport sur le champ. Le style, c'est quelque chose pour Johnny, et personne ne viendra lui dire comment se coiffer ou se fringuer. Attifé façon gypsy, il se fait remarquer dans tous les emplacements stratégiques du New York branché post-factory. Faut dire qu'il a un véritable don pour avoir l'air cool et déglingué. Physiquement, Thunders est une synthèse assez fascinante entre Dustin Hoffman et Ron Wood, un petit mec au visage pâle d'enfant mal nourri, surplombé d'un nez pointu entre deux yeux d'un noir intense qui ne perdent jamais à une baston de regard. Son expérience de dealer est un atout dans ce milieu de débauche glamour, et ses origines siciliennes achèvent de lui donner cet air malfrat à la Paul Muni. Bill Murcia, Syl Sylvain et Arthur Kane, futurs membres des New York Dolls, apprécient tellement la dégaine de Thunders qu'ils lui proposent de jouer dans leur groupe avant même de connaître ses talents guitaristiques. Car tout est affaire d'attitude chez les New York Dolls. Johnny savait se saper, et ça représentait déjà 90% du boulot. De l'avis de Nick Kent, les New York Dolls étaient l'une des pires bandes de frimeurs qu'il n'avait jamais rencontrées. Sur scène, ces 5 jeunes types travestis avec corsets, chemisettes, collants et chaussures montantes balançaient des morceaux de 3 accords en partie improvisés et insultaient le public pendant les breaks. Avec leur fond de teint et leur rouge à lèvres baveux sur la gueule, les New York Dolls avaient vite fait de repousser toute audience conservatrice ou bien pensante, qui les considérait comme des promoteurs de la débauche et de l'homosexualité. Mais les Dolls étaient hétéros jusqu'à la moelle, tellement sûrs de leur virilité que pour eux, les barésilles ne faisaient aucune différence. Les déguisements, c'était une manière d'assumer une identité grotesque, de casser d'emblée tout le sérieux qui entourait les prestations rock de l'époque. Le public, totalement séduit par cette folie baroque, se laissait également aller aux accoutrements de carnaval. C'était le Rocky Horror Picture Show avant l'heure. Le spectacle se trouvait autant sur scène que dans l'audience. Les concerts des Dolls étaient des foires potaches et nihilistes qui galvanisaient le tout New York. Du beau monde commençait à squatter les concerts, Warhol et Lou Reed faisaient régulièrement le déplacement, et Bowie avait carrément pris un abonnement. C'était plus qu'un phénomène de mode, c'était la naissance d'une tendance qui allait bouleverser les codes du rock. Oui, les Dolls traînaient le rock dans la rue, mais pas comme le Velvet Underground. Eux n'avaient pas la prétention d'offrir un aperçu sordide des nuits new-yorkaises à leurs auditeurs. Les Dolls étaient des irresponsables qui ne cherchaient pas à intellectualiser quoi que ce soit. Ces 5 marginaux n'avaient pas besoin de forcer le trait de la subversion, puisque leur simple présence sur scène était une provocation en soi. Si l'agression de décibels ne suffisait pas à faire passer le message, David Johnson, le brailleur en chef, se chargeait de le retranscrire avec un vocabulaire fleuri. Ils étaient des musiciens limités qui s'emparaient d'une place qui ne leur revenait pas et offraient comme remède à la grisaille existentielle une fête dégénérée pour noyer les cerveaux dans l'alcool et bousiller les souvenirs chagrins. C'était le dernier ingrédient qui manquait à la recette punk. Le Velvet avait amené le sexe et la provocation, les Stooges la haine et la violence, les MC5 avaient rajouté une pincée de contestation, et les New York Dolls, avec leur rock'n'roll primaire recyclant Chuck Berry entre l'hommage et l'insulte, avaient apporté l'aspect irrespectueux, immature et festif qui caractérise aussi le punk. En 1972, les New York Dolls n'ont même pas encore sorti un album que leur manager les embarque en Grande-Bretagne pour une tournée en première partie des Faces.
La presse anglaise est fascinée par la puissance scénique du groupe, l'esthétique choquante et la personnalité chaotique des musiciens. Bientôt, les Dolls vont faire la une des journaux, mais pas pour les meilleures raisons. Les premières prestations des Dolls en Angleterre obtiennent exactement les réactions désirées. Certains, comme le Melody Maker, s'extasient sur cet acte de vandalisme musical, d'autres considèrent que c'est de la merde et probablement la pire qu'ils n'aient jamais vue et entendue. Pas un avis tiède sur le sujet, c'est l'idéal pour focaliser l'attention. Mais rapidement, la cavalcade des New York Dolls va prendre une tournure franchement glauque. Une rumeur commence à enfler, l'un des Dolls serait mort d'une overdose et il s'agirait à coup sûr de Johnny Thunders, car déjà en 72, on ne donnait pas cher de sa peau. Et pourtant, c'était Billy Murcia, batteur de 21 ans d'origine colombienne, qui venait de crever bêtement dans des circonstances désolantes. Le drame s'était produit lors d'une soirée beuverie chez de jeunes Anglais bourgeois en mal de rébellion. Murcia digérait mal les barbituriques que lui faisaient bouffer ses hôtes depuis le début de l'après-midi. Complètement abruti au médoc, il finit par s'évanouir tandis que le reste des convives se mit à faire exactement le contraire de ce qu'on vous apprend pendant les alertes incendie, c'est-à-dire paniquer. N'écoutant que leur logique ivre-morte, ils n'appelèrent pas les secours et collèrent Billy Murcia dans une baignoire remplie en l'obligeant à boire du café à l'entonnoir. De toute évidence, personne n'avait un diplôme de médecin dans la salle. Au final, à court de leurs brillantes idées, les gars l'abandonnèrent dans la salle de bain pour retourner faire la teuf en espérant qu'une bonne sieste lui permettra de reprendre ses esprits. Sauf qu'en attendant, à quelques mètres du vacarme que faisait une bande de crétins qui dansaient comme s'il n'y avait pas de lendemain, Billy Murcia, qui n'avait toujours pas repris connaissance, se noya dans la baignoire. Ainsi, le premier batteur des New York Dolls n'était pas mort d'une overdose, il avait été tué accidentellement par des demeurés. Traumatisé, le groupe est renvoyé illico à New York pour éviter le harcèlement des journalistes. Ils sont prêts à lâcher l'affaire jusqu'à l'arrivée triomphale du batteur Jerry Nolan, un proche du groupe croyant dur comme fer au génie des Dolls. J'aimais tellement ce groupe, vous ne pouvez même pas imaginer. Même si j'étais le membre le plus récent, personne ne lui était plus dévoué que moi. Ils étaient mon rêve devenu réalité. Nolan, excellent batteur, apporte aux Dolls la rigueur musicale qui va enfin leur ouvrir les portes des studios en 1973. Leur premier album est un objet culte dont la pochette avait mis à rude épreuve les acheteurs potentiels. Les New York Dolls y figuraient, assis sur un canapé trop étroit pour leurs 5 culs moulés dans des slims comme une seconde peau, leur visage couvert d'un maquillage outrancier de queer dévergondé, tous lessivés comme dans une fin de soirée. Une vraie bande de dépravés. Les trois types à gauche n'ont même pas les yeux ouverts. Celui à droite semble vouloir sauver les meubles en fixant fièrement l'objectif, mais Johnny Thunder, juste à côté, n'en a clairement rien à foutre. Pris en flagrant délit de manspreading alors que tous les autres ont les jambes serrées, il regarde le photographe comme s'il lui devait du fric, la gueule à moitié dissimulée sous un amas capillaire tragique. La pochette était peu engageante et le disque se vendit peu. Les New York Dolls restant, dans le cœur de leurs fans dérangés, un incroyable spectacle vivant. Et en concert, justement, ils avaient plus de succès que jamais. Rendez-vous compte, les mecs étaient une version extrémiste des Stones, ils étaient obscènes, défoncés, ils avaient un chanteur vantard avec une énorme bouche, un Johnny Thunders qui imitait à la perfection Keith Richards jusque dans ses moindres gamelles, et en plus, ils avaient eux aussi un mort par noyade qui venait renforcer la street cred. Les Dolls pouvaient donc continuer leur boucan comme bon leur semblait, puisque c'est bien ça qu'on leur demandait, de défoncer des chambres d'hôtel sur scène, comme à la ville. Les Dolls sont vite devenus leur propre caricature et personne ne fut dupe. En 1974, le deuxième album, judicieusement appelé Too Much Too Soon, fit aussi un bide et en plus il ne bénéficia pas de la réputation flatteuse du prédécesseur. C'était un disque bancal, à moitié rempli de reprises pour pallier à un manque d'inspiration flagrant, et surtout la folie présente sur le premier opus laissait place à une lourdeur embarrassante. On sentait bien leur volonté candide de rendre hommage à la pop sucrée des 60s, tout en y injectant leur insolence juvénile, mais s'il y avait bien une chose qui séparait les New York Dolls d'artistes comme les Ronettes ou les Shangri-La, c'était la grâce, et il n'y avait qu'à entendre David Johnson imiter le cri du singe sur Stranded in the Jungle pour comprendre que les Dolls n'en avaient pas le moindre échantillon. Seul Chatterbox, la première création intégrale de Johnny Thunders, surnageait de ce naufrage. À l'opposé des inflexions goguenardes de Johnson, la voix perçante de Thunders annonçait les futurs braillards punk, à commencer par un certain Johnny Rotten.
Malcolm McLaren était un ancien étudiant des Beaux-Arts qui avait quitté son Angleterre natale pour venir assister en direct à l'explosion du punk à New York. Il aimait l'énergie profondément transgressive qui émanait du mouvement et rêvait d'un souffle épique similaire dans son royaume fatigué. Pour draguer le gratin de l'underground new-yorkais, McLaren avait ramené de Londres le business de sap qu'il tenait avec sa copine créatrice de mode, Vivienne Westwood. Celle-ci concoctait de charmantes futures guenilles que tous les déglingués de la grosse pomme adoraient, des trucs flashy avec des slogans provocateurs qui vous interdisaient d'office tout anonymat. Dans une volonté quasi politique d'assumer son racolage, Malcolm McLaren avait tout simplement nommé sa boutique Sex, en lettres capitales évidemment. Quand il croisa le chemin des Dolls, ces derniers étaient lessivés, empoisonnés par des problèmes de drogue et d'ego. Leur quart d'heure de gloire avait déjà été éclipsé par 4 malfrats en perfecto qui prenaient leurs instruments pour des mitraillettes, les Ramones. Les Dolls et leur carrière étaient dans l'impasse totale, et c'est ainsi que McLaren, baratineur né, réussit sans peine à prendre la place que leur ex-manager avait abandonnée. Il devait bien rester quelques dollars à essorer, et afin de raviver la flamme de la subversion lucrative, McLaren jugea opportun de politiser les Dolls. Désormais, les poupées jouaient attifées de lycra rouge devant un énorme drapeau communiste et gueulaient de revendications marxistes entre les morceaux. J'adorais tout bonnement subvertir cette espèce de culture pop trash de Warhol, qui était si foutrement catholique, et si emmerdante, et si prétentieusement américaine, où tout se devait d'être un produit, où tout devait être jetable. McLaren pensait offrir l'immortalité aux Dolls, mais la vérité c'est qu'il les avait couverts de ridicule. Les Dolls n'avaient rien à dire de tout ce merdier de guerre froide, de chasse aux sorcières, et ils n'y connaissaient rien et n'en pensaient rien. S'ils parvenaient à se souvenir de ce qu'ils avaient fait la veille, c'était déjà pas mal. Ainsi, les New York Dolls ont terminé leur carrière comme les pantins d'un marionnettiste siphonné qui pensait déclencher la révolution. Pendant une série de concerts miteux à Miami, Johnny Thunders et Jerry Nolan en eurent ras-le-bol de la mascarade maoïste. Ils ne supportaient plus le chanteur Johansen qui se prenait pour le tsar, et encore moins ce connard de McLaren qui voulait qu'il se désintoxique. Thunders et Nolan désertèrent définitivement le groupe en plein milieu de la tournée pour retrouver leur plan calme sur New York. Voilà la lamentable fin des New York Dolls. Heureusement, Johnny n'a pas quitté le navire les mains vides. Il a emporté avec lui un stock de compositions qu'il ne voulait pas entendre chanter par ce bouffon de Johansen. Thunders est enfin prêt pour monter sa propre faction dissidente avec le désormais inséparable Jerry Nolan, grand frère de substitution toujours prompt à botter le cul du petit dernier s'il est trop défoncé pour jouer. Mais ils ne sont que deux, et si c'est l'idéal pour un tango, c'est un peu court pour un groupe de rock. Le hasard faisant parfois bien les choses, il se trouve que l'excellent groupe Television vient de se débarrasser de son approximatif bassiste, un garçon turbulent qui se fait appeler Richard Hell, peut-être le personnage le plus emblématique du mouvement punk new-yorkais des années 70. Et pourtant, Richard Hell n'avait pas passé son enfance à traîner dans les rues malfamées de New York, contrairement à Thunders et Nolan. C'était à l'adolescence que Richard Hell avait quitté son Kentucky natal pour s'installer à New York, la terre promise des cramés du bulbe qui envisageaient leur vie courte et amusante. Son ami Tom Miller l'avait rejoint dans son aventure. Les deux avaient des prétentions littéraires, et d'ailleurs Tom Miller changea rapidement son blaze pour Tom Verlaine, ce qui donnait une idée de l'ampleur de son orgueil. À l'époque, l'attraction numéro 1 pour tous les amoureux de poésie post-beatnik, c'était les récitations habitées de Patti Smith au St. Mark Church, si impressionnantes qu'elles parvenaient à susciter chez Tom Verlaine un vague sentiment d'humilité. Hell n'avait pas ce rapport concurrentiel avec les acteurs de la scène underground. Au contraire, il était ravi de participer à cette émulation créative extraordinaire, comme un poisson dans l'eau dans cette communauté d'originaux aussi joyeux que torturés. Il ne lui avait même pas fallu prononcer un mot pour s'intégrer, son apparence merveilleusement négligée faisait l'unanimité, jusqu'à taper dans l'œil de McLaren et lui donner des idées. Je trouvais Richard Hell tout bonnement incroyable. J'avais là un type complètement déconstruit, déchiré, qui avait l'air de sortir à l'instant d'un égout, l'air couvert de vases, l'air de n'avoir pas dormi depuis des années, l'air de ne pas s'être lavé depuis des années, l'air d'en avoir rien à foutre de personne. Un mec crado, couvert de cicatrices, lessivé, dégoûté, magnifique, avec son t-shirt déchiré. Tom Verlaine semblait être l'exact opposé de Richard Hell. Un type studieux, un poil austère et pas du genre à se droguer à tous les râteliers. Lui réfléchit avant d'agir, au contraire de Hell. C'était à se demander comment ces deux-là avaient pu décider de monter un groupe ensemble. Ils l'appelèrent d'abord The Neon Boys, puis changèrent d'avis pour Television.
L'engouement public était là, mais évidemment c'était pas la joie côté coulisses. Tom Verlaine avait atteint un sacré niveau à la guitare à force de suivre ses propres leçons d'autodidacte rigide, mais Richard Hell n'en foutait pas une rame à la basse, convaincu des bienfaits de l'amateurisme pour son processus créatif. Tom Verlaine l'engueulait à chaque répète, à chaque concert même, et en guise de punition infantilisante, il retirait petit à petit chacune des chansons qu'avait écrites Richard Hell du répertoire de Television. C'était le groupe de Tom Verlaine, point barre. Le jour où Patti Smith les vit jouer pour la première fois, elle tomba raide dingue de Verlaine et elle ne mit vraiment pas très longtemps à faire en sorte que cela soit réciproque. Pour Richard Hell, ce n'était plus tolérable. Non content de voir son rôle rapetissé au sein de Television au profit de l'ego de son ami Tom Verlaine, il allait en plus devoir supporter le supplément narcissique d'un leader qui couche avec la poétesse underground la plus adulée du tout New York. Richard Hell quitta Television et plus tard, en 1977, Television sortira un premier album extraordinaire du nom de Marquee Moon. À peine expédié de Television, Hell est rattrapé illico par Johnny Thunders et Jerry Nolan, alors à la recherche d'un profil adéquat pour compléter leur gang de malfaiteurs kamikazes nommés The Heartbreakers. L'expérience narcotique de Richard Hell est tout à fait satisfaisante pour intégrer la petite entreprise dégénérée de Thunders, et Hell est bien content de ne plus avoir à se coltiner un petit con prétentieux en guise de patron. Très vite, le public se fascine pour ce trio qui pue le danger et laisse des traînées de poudre partout où il passe. L'entente va durer une année, plus ou moins, avant que Hell ne commence à se sentir étriqué au sein des Heartbreakers. Car malgré ses atours de zonard, Richard Hell était un poète, et s'il aimait la spontanéité dans le rock'n'roll, il n'était pas passionné par les histoires de gangsters de Thunders. Alors, comme il se rappelait de son éviction brutale de Television, Richard Hell essaya de ramener à sa cause Jerry Nolan et le nouveau guitariste additionnel Walter Lure qui lui rirtonnaient. Ainsi, Hell fut à nouveau lourdé, livré à lui-même, alors que Television et les Heartbreakers faisaient un carton sur scène. L'avantage était qu'il avait maintenant les mains libres pour façonner son rock'n'roll comme il l'entendait. Son groupe suivant sera conforme à sa vision. Plus sauvage que Television, plus poétique que les Heartbreakers et plus fou que les deux réunis. Accompagné des Voidoids, Richard Hell allait offrir au punk une philosophie et surtout un hymne absolu avec Blank Generation. En 1976, après avoir finalement confié le poste de bassiste à un certain Billy Rath, Johnny Thunders et ses Heartbreakers faisaient salle pleine tous les soirs au mythique Max Kansas City. Les Heartbreakers jouaient très vite et très fort des chansons qui semblaient être autant de chapitres d'un manuel de savoir-vivre détraqué dont le titre aurait pu être Do It Yourself. Born to Lose, It's Not Enough, Chinese Rocks, Pirate Love ou All By Myself semblaient avoir saisi précisément l'air du temps, au même titre que Richard Hell et sa génération du vide. Avec les Heartbreakers, les Voidoids, Blondie, Television, Patti Smith et les Ramones, New York était devenu l'indiscutable bastion du renouveau rock'n'roll, un phénomène culturel tel qu'il allait bien falloir lui trouver un nom. Et c'est ce que fit le trublion Legs McNeil, chroniqueur des mondanités souterraines de la grosse pomme, en donnant à son fanzine le nom de Punk. McNeil avait mis en couverture du premier numéro une caricature pas franchement flatteuse de Lou Reed, le parrain incontesté de ce mouvement cradingue. Au cœur de ce journal, on trouvait une tentative d'interview de ce dernier, consterné par la teneur des questions de McNeil, qui osait demander à son imminence déviante quel était son cheeseburger préféré. « Trouve des questions moins cons à me poser », répondait-il invariablement, entre deux insultes humiliantes dont il avait le secret. McNeil s'en foutait car dans le fond, il trouvait la situation hilarante et lorsque sa conversation fut interrompue par l'arrivée des Ramones sur la scène du bar dans lequel il se trouvait, il assista à un spectacle qu'il se fit un plaisir de retranscrire dans son papier. Car au bout de quelques chansons qui n'excédaient jamais la minute 30, les Ramones se mirent à se bagarrer sévèrement et Lou Reed, bon public pour le coup, partit dans un fou rire hystérique. C'était pour ce genre de scène que le terme punk existait et bientôt on allait l'écrire avec une majuscule. Les Heartbreakers étaient parfaitement dans leur élément. Ils étaient à la fois les fers de lance et le groupe le plus sulfureux du mouvement.
Il raflait même d'excellentes critiques dans la presse, en particulier une dithyrambique dans le New Yorker, rédigée par une certaine Nancy Spungen, une admiratrice acharnée de Jerry Nolan qui commençait à trouver son omniprésence envahissante. Parmi la faune de fanatiques des Heartbreakers, nombreux souffraient d'une psyché endommagée comme celle de Nancy. C'était typiquement le genre de choses qui faisait fuir tour manager et maisons de disques. Personne n'avait envie de signer une bande de junkies qui créaient des émeutes partout où ils passaient. À l'exception d'un visionnaire inconscient que l'audace n'avait jamais étouffé. De retour à Londres après le fiasco New York Dolls, Malcolm McLaren proposa à Johnny Thunders et sa bande de participer à l'Anarchy Tour, une tournée en Angleterre avec des groupes punk locaux. McLaren n'avait jamais abandonné l'idée d'injecter de la politique dans le punk et il avait trouvé de nouveaux cobayes à domicile pour faire office de tête d'affiche, les Sex Pistols. McLaren avait expérimenté à New York et le fruit de son travail en 1976, c'était ça, les Sex Pistols, créatures scéniques monstrueuses qui ce coup-ci assumaient sa dimension politique, même si celle-ci consistait en un gros doigt d'honneur dirigé vers tout ce qu'ils considéraient comme produit de l'ordre établi. Les Sex Pistols faisaient eux aussi un tabac chez les jeunes, les paumés, les marginaux et en règle générale tous ceux qui se torchaient avec les bonnes manières. Lors de leur première rencontre avec leurs homologues américains, les Sex Pistols, vraie bande de zonards débraillés à la limite de l'illettrisme, roulent des mécaniques et racontent aux Heartbreakers qu'ils sortent à l'instant de l'enregistrement d'une émission télévisée qu'ils viennent de saboter avec gourmandise. Voici ce qu'a pu entendre le très prude Royaume-Uni des années 70 à une heure de grande écoute. Which one? Nothing, a rude word. Next question. No. What was the rude word? Shit. Was it really? Good heavens. Go on, you've got another 5 seconds. Say something outrageous. You dirty bastard. Go on, again. You dirty fucker. What a clever boy. What a fucking rotter. Well, that's it for tonight. Et si sur le moment l'anecdote avait bien fait marrer les Pistols, le scandale retentissant qui s'ensuivit allait complètement bouleverser les plans de McLaren et bousiller l'Anarchy Tour. Les 3/4 des concerts furent annulés par des directeurs de salles terrifiés par d'éventuelles échauffourées. Les Sex Pistols étaient les nouveaux monstres venus bisuter le royaume et l'Angleterre bien élevée ne comprenait pas comment elle avait pu les enfanter. Johnny Thunders, lui, ne se posait pas la question, McLaren leur avait tout piqué. L'attitude provoque sur scène à la New York Dolls, le look du chanteur Johnny Rotten qui était le même que celui de Richard Hell, la chanson Pretty Vacant qui était une version rose beef de Blank Generation, tout ça tenait du pastiche éhonté. Thunders se sentait dépossédé mais n'en était pas moins impressionné par la force subversive des Sex Pistols. S'ils avaient à New York de beaux spécimens de cinglés, les Sex Pistols semblaient drainer des champions olympiques en la matière. Parmi eux se trouvait un bonhomme particulièrement dénué de talent qui occupait le poste de bassiste, mais qui semblait tout ignorer de son instrument, si bien qu'il passait son temps à taper sur les cordes au petit bonheur la chance. Il s'agissait de Sid Vicious, et il était transi d'admiration pour Thunders. Sid était bien gentil, mais un peu demeuré et embarrassant, surtout quand il venait pourrir une prestation de Thunders en venant jammer n'importe comment sur scène. Discrètement, Thunders débranchait l'ampli de Vicious, et ce dernier ne s'en apercevait même pas. Ce n'était pas pour ses talents musicaux que Sid Vicious avait été engagé par Malcolm McLaren, mais pour son aptitude à la violence physique. En cassant la gueule du journaliste Nick Kent à coups de chaîne de vélo, il avait fait passer un message subtil au rock critique prêt à baver sur les Sex Pistols. Lorsque Nancy Spungen, venue de l'autre bout de l'Atlantique pour rejoindre son idole Jerry Nolan, rencontra Sid pour la première fois, Cupidon devait être particulièrement bourré puisque Sid et Nancy ébauchèrent une idylle insensée qui allait très mal se terminer. En attendant, il ne restait aux Heartbreakers qu'une poignée de dates pour boucler cet Anarchy Tour boiteux. Le groupe de Thunders remportait l'unanimité du public et c'était une belle manière de moucher les concurrents roast beef, que ce soit les imposteurs à la botte de McLaren ou même les Clash qui cherchaient la merde en ouvrant leur concert sur I'm So Bored in the USA. Johnny Rotten, le chanteur erratique des Sex Pistols, n'appréciait pas tellement d'avoir à supporter ces ricains pédants à domicile. Lui dégueulait cette scène new-yorkaise, tous des couilles molles qui prenaient un air pénétré pour jouer leur rock de lâche et t'expliquer que c'était de l'art bébé. Lui n'était pas comme ça. Son objectif ce n'était pas de faire le guignol et de collectionner les groupies, c'était de cramer le système à tout prix. Tout ce qu'il pensait de ces minables qui se prenaient pour des poètes, Rotten le crachait dans un titre de l'album Anarchy in the UK, appelé judicieusement New York. L'offensive de Johnny Rotten entraîna une réponse cinglante de Johnny Thunders avec London Boys.
Non seulement le New-Yorkais plagiait sans vergogne le riff de Holiday in the Sun, mais, pour être sûr que l'intéressé se sente bien visé, il imitait le ton narquois du chanteur des Sex Pistols. C'était une manière de leur rappeler, à ces branle-panneaux avec leur épingle à nourrice dans le nez, que leur style ne leur appartenait pas et qu'ils devaient le respect aux pères fondateurs qui, eux, n'avaient pas besoin de l'autorisation de McLaren pour aller pisser. Pour sûr, c'était une répartie bien troussée, mais en attendant, les Sex Pistols avaient un succès international et les Heartbreakers ne pouvaient pas en dire autant. Ils sortirent en 1977 un unique album indispensable du nom de LAMF, un sigle qu'utilisait un gang new-yorkais pour marquer son territoire et qui signifiait « Like a Motherfucker ». Jerry Nolan, mécontent du mixage, s'était immédiatement fait la malle et Thunders, sans son grand frère spirituel, avait du mal à gérer ses troupes. Les Heartbreakers mis entre parenthèses, Thunders se lança en solo avec pour résultat l'album So Alone, à l'évidence l'un des joyaux de sa discographie et peut-être sa dernière œuvre réellement digne d'intérêt. So Alone était une œuvre personnelle et fréquemment déchirante où se trouvaient ses premières ballades, celles que cette brute de Nolan refusait de jouer à l'époque des Heartbreakers. C'était un aperçu de ce qu'aurait pu être la carrière de Thunders s'il n'avait pas ruiné son talent par amour de l'héroïne. Car c'était bien la drogue, et l'héroïne en particulier, qui allait gangréner l'énergie incroyable qui animait le New York des années 70. Peu à peu, l'horizon s'assombrissait à mesure que la seringue se transmettait de rocker en rocker, comme une redoutable MST. Et comme l'épidémie ne connaissait pas de frontières, New York allait refiler le virus aux British. La première fois que Sid Vicious avait testé l'héroïne, c'était en compagnie de Johnny Thunders et de Jerry Nolan. En moins de temps que ne durait une chanson des Ramones, Sid était devenu accro. La cam n'avait pas seulement tué Sid, elle lui avait annihilé ce qui lui restait de jugeote et avait réduit toute son existence à un lamentable fait divers. Lorsque Sid Vicious poignarda Nancy Spungen au Chelsea Hotel en 1978, il était dans un tel état de manque qu'il n'avait aucune idée de la gravité de son acte. D'après le livre de Nick Kent, The Dark Stuff, Nancy Spungen n'avait d'ailleurs pas réalisé non plus que sa dernière heure était venue, puisqu'elle avait pris le temps de se réconcilier avec son amant meurtrier avant de se vider de son sang. Sid mourut, quelques mois plus tard, d'une overdose plus ou moins suicidée, à l'âge de 21 ans, soit 1 an de plus que Nancy Spungen. Évidemment, Johnny Thunders avait très mal vécu ce final particulièrement gore, mais ce n'était pas pour autant qu'il allait se remettre en question ou simplement se faire soigner. Il existe différentes manières d'illustrer la façon dont les années 80 sonnèrent le glas du punk. La consécration de Blondie en fut l'un des exemples flagrants. En une poignée d'années, le groupe culte de Chris Stein et Debbie Harry s'était émancipé de la communauté CBGBs pour devenir un phénomène pop-disco mondial. Debbie avait toujours été adorée par la faune punk new-yorkaise. C'était une très belle jeune femme enjouée dont la bienveillance naturelle n'entamait en rien sa personnalité cool à mourir. Mais après le succès fulgurant de Heart of Glass, Debbie avait quitté le monde des mortels pour celui des superstars, esselée dans des chambres d'hôtel douillettes et soporifiques, à peine réconfortée par les montagnes de coke que lui prescrivaient des vautours de l'industrie musicale dégoulinant de flagornerie. Parallèlement, la déchéance de Johnny Thunders était l'autre face d'une même pièce. Le succès commercial pour lui était un lointain souvenir, tandis que son label, ses amis, sa femme et ses gosses l'avaient également délaissé. Car oui, Thunders était aussi un père de famille et certainement pas celui dont vous auriez rêvé. Désormais, il n'avait plus que ses addictions nombreuses à financer et ça allait être le mot d'ordre de cette cruelle décennie, cachetonner pour pouvoir se défoncer. Pour ouvrir le bal des projets avortés, il y eut Gang War, ce groupe qu'il avait monté avec Wayne Kramer, légendaire guitariste des proto-punk militants de MC5, qui venait de passer 2 années en prison, évidemment, pour une affaire de dope. Wayne s'était juré de ne jamais plus y replonger, promesse qu'il brisa environ 10 minutes après avoir rencontré Johnny. Ensuite, Thunders quitta New York pour Paris, nourrissant l'espoir dérisoire de décrocher, loin de son terreau familier. Là-bas, il enregistra quelques disques fauchés dont il vaut mieux taire le nom, à l'exception d'une vraie curiosité appelée Hurt Me. C'était un disque de reprise acoustique qui donnait un certain aperçu des prestations du rocker dans les rades malfamées des quartiers de Montmartre. Seul au monde derrière son micro, Johnny chantait comme un fantôme, la voix si fragile qu'on l'aurait cru retourner à l'enfance, grattant son instrument avec une conception du rythme toute personnelle, tel un gamin des rues venu amuser la galerie pour quelques pièces. Elle était loin l'arrogance de l'ancien guitariste des New York Dolls, qui revendiquait fièrement son hygiène de vie et célébrait les joies de la cam avec Chinese Rocks, une chanson qu'il avait d'ailleurs piquée au plus ravagé des Ramones, le bassiste Didi.
Chinese Rocks, c'est une héroïne très efficace venue d'Extrême-Orient et que Didi affectionnait particulièrement. En 1975, lorsque Richard Hell lui confia le projet d'écrire une chanson droguée supérieure à Heroin du Velvet Underground, Didi s'enferma dans l'appart de Debbie Harry, qu'il squattait alors, et gratouilla une ode à sa substance favorite. Les récits autobiographiques de Didi constituaient les 3/4 des titres des Ramones. Armé de son dictionnaire de rimes et de ses 15 mots de vocabulaire, il avait, à sa manière, révolutionné la façon d'écrire du rock. Lorsqu'il présenta Chinese Rocks à son groupe, le très réactionnaire guitariste Johnny Ramone refusa net de l'inclure au répertoire. Chez les Ramones, on pouvait chanter le nazisme et les passages à tabac, mais la drogue s'était dépassé les bornes. Didi légua alors le titre à son co-auteur Richard Hell, qui avait écrit 1 ou 2 vers et qui se mit à la jouer au sein des Heartbreakers dont il ne s'était pas encore fait virer. Le problème survint justement lorsque Hell fut lourdé et que Johnny Thunders et Jerry Nolan décidèrent de conserver Chinese Rocks comme si elle leur appartenait, jusqu'à l'enregistrer sur l'unique album studio des Heartbreakers et la signer de leur propre nom. Ce vol caractérisé resta en travers de la gorge de Didi Ramone, qui attendit 15 années avant de se venger salement. En 1990, après une décennie épuisante à faire la navette entre la scène pour garnir la seringue et les cures de désintox, Johnny Thunders renoua avec ses anciens collègues Steve Batters, ancien chanteur des Dead Boys, et donc Didi Ramone. L'idée était, une fois encore, de monter un groupe, projet qui tourna court en un temps record et dans des circonstances spectaculaires, ce qui n'avait rien de très étonnant lorsqu'on connaissait le pédigré des 3 larrons. Ces derniers s'étaient rejoints chez la copine de Steve Batters à Paris et au bout de 3 jours, Didi, en manque, s'était mis en tête que Johnny lui piquait ses fringues pour les revendre. Totalement fou de rage, Didi vida un bidon d'eau de Javel dans la valise où se trouvaient toutes les affaires de Johnny et surtout, il massacra sa guitare, une précieuse Sunburst Gibson de 1957. Il restait moins d'1 année à vivre à Johnny Thunders, mais ce jour-là, ce fut comme s'il mourait symboliquement une première fois. Quelque temps après, Johnny repéra Didi Ramone dans un bar et profita de son inattention pour lui éclater une chope de bière sur la tête avant de prendre ses jambes à son cou. Tout ça, c'était de pathétiques chamailleries de junkies déconnectés, mais la fin de la vie de Johnny Thunders en fut émaillée. Dans ses derniers instants, Thunders avait tenté de se soigner via un laborieux traitement à la méthadone, mais il n'avait guère d'espoir. En fait, Johnny Thunders se savait condamné et il ne trompait plus personne dans son entourage. Physiquement, il était en train de se décomposer. Son visage était une toile de plaques vertes et jaunes, vainement recouverte de couches de fond de teint, et son corps un douloureux patchwork d'abcès, de cartilage et de grosseur malsaine. Thunders était atteint d'une leucémie et se laissait dévorer par la maladie. Son souhait ultime était d'enregistrer un album en Nouvelle-Orléans, du blues acoustique avec la crème des musiciens locaux, un retour aux sources salvateur qui le replongerait dans son enfance avec ses idoles Howlin' Wolf ou Bo Diddley. Il n'en eut pas le temps car cette funeste nuit d'avril 1991 mit un terme à une épuisante vie d'addiction. Johnny Thunders expira à 38 ballets. Les conditions de sa mort restent mystérieuses, l'enquête ayant suivi le décès étant une formidable démonstration de nonchalance. Après tout, ce n'était qu'un junkie mort comme un junkie et bon pour la fosse commune avec tous les autres junkies. Moins d'1 an après, on enterrait Jerry Nolan, le compère de toujours, à côté de Johnny Thunders. Aujourd'hui, lorsqu'on lance un débat autour des grands noms qui devraient demeurer au panthéon du rock, celui de Johnny Thunders est assez rarement évoqué. Le constat est désolant, mais il faut bien l'admettre, l'histoire aura retenu le drogué plutôt que le musicien. Quand certains plaident sa proverbiale malchance comme argument de défense, d'autres rappellent qu'il était un paumé, peu fiable, escroc à ses petites heures, la plupart du temps trop déchiré pour jouer correctement. Quelque part entre le poète raté et le malade chronique, Johnny Thunders était le symbole d'une certaine idée du rock, celui pourri jusqu'à l'os, forcément condamné et maudit. Il était né de l'un des mouvements les plus passionnants et stimulants de l'histoire de la musique moderne. Il n'en était certes ni le plus intelligent, ni le plus attachant, ni même le plus talentueux, mais malgré lui, il fut la mascotte sacrifiée, essorée, épuisée du punk rock. Au final, même s'il avait tout de même contribué à l'élaboration d'une poignée d'albums importants pour l'histoire du rock, peu de monde prenait l'artiste au sérieux. Le public ne venait pas voir Johnny Thunders s'exercer sur les gammes pentatoniques, il venait le voir tituber, grogner des obscénités inintelligibles et dégueuler derrière les amplis. Une vraie bête de foire, une créature de cirque entre la femme à barbe et l'homme éléphant. Ce pauvre Johnny avait été le symbole du punk avant d'en devenir le fantôme, ou plutôt le zombie, les yeux hagards, se décomposant littéralement et se repaissant de seringues pour faire durer péniblement sa propre perdition.
Quelques jours après la mort de Thunders, des journalistes vinrent recueillir le récit de Willie DeVille, témoin involontaire de ce triste spectacle. DeVille, plutôt du genre à préférer la légende aux faits, leur raconta avoir vu le cadavre de Johnny Thunders enlacer sa guitare. Une invention totale qui était, curieusement, à la fois le plus triste et le plus bel hommage qu'on pouvait lui faire. Par un étrange hasard, cette ultime image romanesque faisait écho à la plus belle chanson écrite par Johnny Thunders, You Can't Put Your Arms Around a Memory, en français, Tu ne peux pas serrer un souvenir entre tes bras. C'était Graines de violence, générique. Malcolm, he's a really cool guy. He learned everything he knew from us, from the New York Dolls, and just commercialized it. He's a genius. Graines de violence.